Le Jedi, comment tu vas? Très bien, toi François. Ça va super. Retour à Paris, dans mon petit appart, euh, avec la météo parisienne qui ne m'enchante guère. Mais bon, toi, t'es à Paris là en ce moment? Ouais, je viens de rentrer là à Paris, ouais. Et je repars bientôt en vacances et je vais malheureusement rater la Ethereum Conference, qui est la semaine prochaine, je pense, ou dans 2 semaines, qui est une des plus grosses conférences Ethereum au monde et qui cette année elle va être très caliente apparemment. Eh ben, moi, j'irai à ta place et je te ferai un compte rendu de tout ce que j'ai Je pu me ferai voir. un Alors, du compte coup, rendu. Ce que tu as pu voir et les gens que tu as pu rencontrer, parce que c'est ça qui va être cool, parce qu'il y a plein d'after-party, de pré-party, et un peu tout l'écosystème qui sera là, et ça va être un putain de truc de ouf, mais dommage, je peux pas être là. tu sais le jour où ça a lieu, j'ai vu passer le truc sur Twitter, mais j'ai pas encore checké dans le détail. Non, c'est 2 jours. Mais si t'as pas de ticket, par contre, enfin, t'as un ticket? Non, c'est Ouais, chaud en c'est avoir ouais, ouais, c'est super chaud. C'est un? sold out depuis 3 semaines Ah et ouais, c'est ok. vraiment chaud d'en avoir un. Genre, il y a des gens qui sont dans l'écosystème qui n'arrivent plus à avoir de ticket. Le ticket, il était quand même à 300 euros, je crois, 200, 300 euros, un truc comme ça. Oh, peanuts. Avec la crypto, c'est peanuts, on s'en fout. Ou pas. En plus, là, ça remonte, donc c'est cool, tu vois. On peut se dire peanuts. Et non, mais ouais, mais sinon, il y aura plein de trucs. Il y a des gens qui sont en train de créer des événements parallèles. Donc, tous ceux qui n'ont pas de ticket, Ouais. c'est pas grave, on fait un événement parallèle. Enfin, il y a plein de trucs cool qui vont se passer sur Paris. Ouais, Donc, je, si vous êtes sur je vais Paris, essayer d'y stay participer, ouais. tuned. Stay tuned. Eh ben écoute, c'est super intéressant, je vais essayer d'y participer. Euh, du coup, moi, je reviens directement de Grèce, j'ai atterri avant-hier. C'était un voyage qui était plus euh, proche de Dionysos que d'Eros, comme tu as pu le deviner. Je t'en ai fait quelques Ouais. petits retours. C'était fatigant, mais c'était quelque chose dont j'avais besoin. En fait, ça faisait du coup depuis le Covid que j'avais plus fait de vraies soirées, vraies détentes sociales, tu vois, faire un effort pour sortir de mon rôle d'introverti. J'y suis plus ou moins arrivé. Bien sûr, à côté des autres, j'étais quand même un énorme introverti. Et, euh, et du coup, c'était super cette expérience. Mais j'ai pas pu m'empêcher de retomber dans des petits rôles d'introverti de temps en temps. Et je voulais te raconter une expérience que j'ai eue par rapport à ça, que j'ai partagée sur Insta et à laquelle les gens ont réagi. Et je trouve, c'est pas vraiment de l'entrepreneuriat, c'est pas vraiment, c'est plus un état, un mindset que je voulais partager. Je pense que tu arriveras à le capter. Je pense que tu le captes d'ailleurs déjà. Et peut-être même qu'il y a des gens autour de nous qui seraient intéressés d'essayer cette expérience, eux, de leur côté. Alors, je te raconte l'anecdote. Euh, Dernier jour à Athènes, j'avais envie de me faire un bon resto, un gastro. Et, euh, et du coup, tu sais, quand on est en groupe, etc., il faut se goupiller. Est-ce que machin veut bien? Est-ce qu'un tel est d'accord? Est-ce que c'est pas trop cher? Est-ce que c'est pas assez cher? Enfin, tu vois. Et je l'avais sur la patate. Je me suis dit, ok, d'accord. Ça va terminer dans un resto random à Athènes. Très bien, on en a déjà fait 10 les jours passés, bon, plus même. Moi, j'ai envie de faire un truc qualitatif pour mon dernier jour à Athènes. Du coup, ils sont allés visiter un musée, l'Acropole. Enfin, ils sont allés visiter l'Acropole. Je l'avais déjà vu la veille. Du coup, je les ai laissés partir tout seuls. Et j'ai fait le rusé renard et j'ai téléphoné au restaurant gastro et j'ai dit, bonjour monsieur, est-ce que vous avez une table pour une personne? Et du coup, j'avais déjà tenté la veille, on m'avait dit non, pas de table pour une personne. Et ce jour-là, on m'a dit, OK, table pour une personne, un peu en retrait, vue sur l'acropole, magnifique. Je dis, OK, réservez-la moi, j'arrive dans une demi-heure. Parfait. Et du coup, en fait, quand j'ai partagé sur Insta que je faisais des restos, que ça m'arrivait régulièrement de faire des restos tout seul, Mhm. et ben en fait, il y a des gens que ça a interpellé. Et je voulais un petit peu partager avec toi vraiment la philosophie de ce que c'est faire un restaurant tout seul. Euh, mais ça va être rapide, hein, tu vois, mais je pense Vas-y, vas-y, réellement, vas-y, vas-y. je pense Vas-y. C'est réellement la que libre antenne ici. C'est la libre antenne. On libre peut... antenne. Vas-y. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, en gros, on vit dans une société où où on vit dans un bruit permanent. Et quand tu es entrepreneur ou que tu essayes d'être imaginatif, ben, en fait, il y a plusieurs façons de s'y prendre pour générer de l'imagination. Soit tu vas au contact du monde et dans ce choc, il y a quelque chose qui en ressort. Ça fonctionne plutôt pas mal de temps en temps. Et puis il y a des fois aussi où se mettre en réclusion par rapport au monde, c'est quelque chose
de très intéressant à faire dans le processus d'idéation. Et ben en fait, faire un resto tout seul ou aller au cinéma tout seul, c'est une forme d'intermédiaire qui est entre les deux, puisque tu n'es pas tout seul chez toi dans ton canapé sous ta couverture, tu es dans un endroit, dans mon cas, qualitatif, où tu peux observer des scènes sociales se réaliser en face et en temps réel devant toi. Et en fait, c'est un juste milieu pour pouvoir être en même temps en retrait et en même temps dedans. Et c'est quelque chose qui est très grisant. Je ne sais pas si tu l'as déjà fait. Est-ce que tu l'as déjà fait ou pas? Ouais, bah, après, oui, après, ça m'arrive régulièrement d'aller au bistrot tout seul. Peut-être pas en resto gastro tout seul, mais je vais très souvent au bistrot tout seul, boire Eh un ben, je café te, pendant 1 heure, boire un cigare tout seul, regarder les gens passer. Je sais que tu aimes beaucoup faire ça, toi. Ouais. je te challenge vraiment de passer le cap de faire un resto gastronomique tout seul, puisque en fait, il y a une notion de c'est encore plus interdit parce que c'est cher et parce que c'est un endroit du coup que tu dois partager avec quelqu'un, tu vois. Et du coup, les gens, ils ont peut-être tendance à se mettre d'autres barrières, alors que finalement, c'est juste un restaurant dans lequel tu t'assieds et tu es bien servi et tu manges. Et en fait, moi, j'atteins relativement vite un espèce d'état de grâce, vraiment de pleine conscience où je peux profiter à 200% de la nourriture qu'on me sert, euh, du service qu'on me donne, de la musique s'il y en a, et tu es vraiment en osmose avec le truc, beaucoup plus que si tu es obligé de combler la conversation avec quelqu'un, ou si tu pars dans des débats animés, ou si tu es assis en face d'une magnifique femme. Et tu vois, très rapidement, en fait, tu es en dehors du restaurant quand tu es avec quelqu'un d'autre. Et ben là, vraiment, Mhm. tu vis l'expérience à fond. Et moi, c'est des moments où j'ai énormément d'idées. Et donc, j'écris énormément. Et l'anecdote que je voulais te partager, tu l'as vu sur mon Insta, je ne sais pas si tu as capté ce que j'ai écrit manuellement. C'était pas très clair. Mais en gros, j'étais avec mon livre. J'avais appris un Nietzsche et j'écrivais tout ce qui me passait par la tête dans le livre de Nietzsche sur les pages blanches qu'il y avait dans le livre. Et au fur et à mesure du restaurant, tu vois, je vois la serveuse qui me regarde et qui commence un petit peu à faire de plus en plus attention à moi, tu vois. Et puis, à la fin, quand j'ai fini mon dernier plat, le chef m'offre un verre. Et tu vois, je me dis, ouh, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que c'est parce que je suis le seul bien fringué dans le restaurant et que les autres sont habillés comme des gros ploucs que les gens se disent, oh, il a fait l'effort, il est là, il est bien habillé, il est propre, il est attentionné, on voit qu'il apprécie l'expérience et du coup, on va le Mhm. remercier pour ça. Probablement qu'il y avait un petit peu de ça, mais il y a une partie gros fucker en moi qui n'a pas pu s'empêcher de penser que les gens ont peut-être cru que j'étais un critique Un culinaire, critique, ah oui, ok, ouais, oui, et ok. que je prenais des notes sur le repas parce que j'étais déchaîné, tu vois, je prenais des notes, des notes, des notes, des notes. Genre, elle m'a posé plusieurs questions au fur et à mesure. Et là où je me suis trahi, c'est à la fin, j'ai pas demandé la note TVA en partant. À ma vie, à ce moment-là, elle a capté, ok, d'accord, c'est juste un C'est original qui chillé, vient quoi. s'amuser. Ouais, voilà. Ouais, ouais, ouais. Mais ça, c'est un truc Et d'aller dans des restaurants, dans des bons restaurants et d'aller tout seul. Ça, on me l'a souvent. Enfin, c'est une petite technique qui est assez connue dans la restauration. C'est tu vas tout seul et tu fais le mec hyper pointilleux. Tu poses plein de questions. Tu prends note à chaque fois qu'on te répond. À chaque fois que tu as un plat, tu prends note. Et en fait, effectivement, ils vont penser que tu es un critique culinaire et donc en fait, ils vont over-délivrer. C'est un truc apparemment c'est un conseil assez répandu. Mais donc, ah, trop c'est cool que marrant. tu l'aies expérimenté. Ouais. Et c'est vraiment, ce que je te dis là, c'est vraiment en contre-pied. Après, on arrête là-dessus parce que c'est vrai, c'est pas antenne libre ici. On est presque énergie après C'est pas minuit. grave. C'est pas Euh, grave, vas-y. C'est vraiment en contre-pied du livre que je sais bien que tu me l'as déjà conseillé, que je n'ai pas encore lu, mais de Never Eat Alone de Ferrazzi, qui explique comment lui a social engineer toute une série de restos, de rendez-vous, de rencontres avec des gens en ne mangeant jamais à midi seul. Et donc, en fait, je ne sais même pas si c'est juste à midi d'ailleurs, tous les repas, il s'oblige à les manger avec quelqu'un. Mhm, Et en fait, ça lui permet de construire un réseau énorme qui, à la fin, l'amène à, je ne sais pas quel CEO de l'équivalent du CAC 40, Fortune 500, je ne sais pas quoi. mhm, mhm, Et moi, c'est vraiment en contre-pied de ça. C'était genre, OK, d'accord, t'es personne, tu vaux rien dans la vie, comme moi, par exemple. Ben, go manger tout seul dans un restaurant que tu peux pas te payer tous les jours. Et je trouvais ça très, très grisant. Je te conseille vraiment de le faire. Et s'il y a des gens qui nous mhm, écoutent, qui pensent que ça fait snob, faites l'expérience. Ça vous coûtera 100, 200, peut-être un peu plus le repas. Mais à la fin, vous verrez que vous en ressortirez avec quelque chose que probablement vous n'avez pas encore eu l'occasion de connaître. Et s'il y a des gens qui ont déjà expérimenté ça, faites des commentaires. Ça m'intéresse de savoir si je suis le seul un peu fou à pousser le délire aussi loin.
Non, Donc non, non, voilà. moi je comprends. Et ça ne m'étonne pas de François d'ailleurs, mais je comprends ce genre d'expérience et qu'est-ce que tu vis dans ce genre d'expérience, ouais. Cool, Vas-y, bah écoute, enchaîne. j'essaierai de faire ça. Mais moi, écoute, au niveau des news, toujours, on va pas parler que de crypto dans ce podcast, mais je vais commencer par un peu de crypto. Je sais pas si tu as vu, mais Twitter a lancé 140 NFT à l'effigie de Twitter, qui coûtent plutôt cher. Je crois qu'il y a des NFT qui sont de plus de 100 Ethereum, donc plus de 200 000 dollars. Et c'est assez intéressant le move de la part des Twitter de juste balancer des NFT sur je crois que c'est sur OpenSea ou Rarible, je sais plus trop. Juste balancer des NFT et en fait envoyer un signal de dire bah regardez, on est en train tout doucement de vouloir. C'est pas parce qu'on a un des réseaux sociaux les plus gros au monde et une des plus grosses boîtes qu'on peut pas faire des paris et risquer sur une tendance qui n'est pas encore 100% validée, qui n'est qu'une tendance pour le moment, et on fait quand même le pari. En même temps, le patron de Twitter est très crypto, il a fond dedans, il finance plein de boîtes dans la crypto, mais des fois, il y a souvent une distanciation entre ce que le fondeur a comme conviction et croyance et Hmm. pratique et ce que la boîte peut se permettre de faire. Et ça aussi, on voit que c'est de moins en moins vrai. On le voit très bien avec Elon Musk. Elon Musk, c'est un peu l'égérie de ça. Ces boîtes et le comportement de ces boîtes sont presque intimement corrélés à son comportement à lui. Et Twitter, là, c'est intéressant ce genre de move où ils prennent des paris sur des trucs. Tu vois, par exemple, je pense pas que Facebook pourrait prendre ce genre de pari. Tu vois. Facebook va t'annoncer qu'ils vont faire une crypto d'ici 5 ans et au final, ils font rien. Mais ils vont pas, genre, du jour au lendemain, dropper des NFT en claquant des doigts. Just for fun. On Ouais, sait que ça n'a ouais. pas de valeur, mais c'est juste, regardez, on vous montre Hmm. qu'on comprend le délire, qu'on est qu'on est dans cette, qu'on comprend la tendance et la philosophie, on joue avec. Et c'est un très bon move de la part de Twitter. Et Je- c'est juste, c'est quoi les NFT qu'ils ont lancés? Tu dis à l'effigie de Twitter. Moi, j'ai juste vu l'annonce sur Hmm. Twitter, mais j'ai pas regardé Ils sont encore. pas ouf. En vrai, c'est vraiment des bêtes NFT. Par exemple, tu vas avoir un petit oiseau c'est fait en. Les designs, c'est des designs que tu vois souvent sur Instagram où tu sais, tu as par exemple, ça porte un nom, ce genre de design, mais c'est par exemple, enfin, c'est des vidéos déjà, c'est des Des vidéos en GIFs? boucle, Hmm. Ok. ouais, plus ou moins. Et en fait, ça va être par exemple un oiseau de Twitter qui va être coupé par une lame, tu vois. Ou un oiseau, mais très, très bien, c'est pixel perfect, où tu vas avoir plein de petites plumes et de petits fils qui vont sortir de l'oiseau et qui bougent tous de façon harmonieuse. Et c'est très joli à voir visuellement, Ok. c'est Il très prenant. Et donc, ils ont joué là-dessus, quoi. y a des Euh, acheteurs? ouais, il y a des acheteurs, presque tout est sold out, ça coûte très très cher. Presque tout est sold out, le marché secondaire, ça se revend très 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 cher. Et bon, c'est pas étonnant, tu vois. J'ai Ça lu un m'étonne pas. article par rapport aux NFT récemment qu'on m'a envoyé, comme quoi les NFT, donc là, ils ont pris un choc assez rude Il y a une remontada avec le actuellement. beer. Il y a une remontada et c'est toujours under-évalué, enfin, c'est sous-évalué. Je vais arrêter de faire les anglicismes. C'est sous-évalué. Et notamment, il faisait un focus sur B20, tu vois, c'est les NFT fractionnisés de l'œuvre Ouais. de Beeple Mhm, qui mhm. apparemment pour le moment est sous-évalué et pourrait être un bon moyen, un bon leverage pour si un deuxième bull market qui arrive où les NFT vraiment percent cette fois-ci de façon permanente, quoi. Mm, 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 mm. Donc à regarder, et c'est Et là, intéressant si c'est effectivement, avec Twitter. ouais. Et là, effectivement, il y a une grosse remontada sur les NFT. Pendant l'hiver, là, on a eu un gros down sur les NFT avec bah, le marché globalement juste après l'hiver à down, mais enfin, ces 3 derniers mois plutôt. Mais les NFT, ouais, il y a un down. Et là, il y a une remontada et il y a de plus en plus de projets NFT qui sont en train d'exploser. Axis Infinity, dans lequel moi j'avais investi grâce à toi. Je ne sais pas si tu es toujours exposé à Axis Infinity, mais je regrette de ne pas avoir acheté d'Axis, non pas le token, mais les petits bonhommes dans le jeu, Mhm. parce que là, c'est explosion monstrueuse. Ils vont faire presque, 10, ouais. je crois qu'ils ont presque atteint, j'ai tweeté ce matin, mais je ne me souviens plus des chiffres. Je crois qu'ils ont presque atteint Pas 10 le millions mensuels? revenu. Attends, je sais pas si j'ai le temps d'aller choper mon Twitter, mais je pense pas, je vais pas perdre du temps là-dessus. Mais je pense qu'ils ont presque atteint la, hum,
le revenu de Fortnite, ce qui est What? monstrueux. Ouais, il faudrait que je retrouve. Euh, voilà, en gros, les joueurs. Non, non, je dis des bêtises. Je rectifie ce que j'ai dit. Les joueurs de Fortnite, en 2 ans, ils ont dépensé 9 milliards de dollars. Donc, il y a eu 9 Mhm. milliards de dollars qui ont été dépensés dans Fortnite dans l'achat de skins. Et en 2020 uniquement, c'est 3 milliards 6. Et les joueurs d'Axie ont dépensé 7 milliards 9 depuis la création d'Axis, donc ça fait il y a 3 ans. Donc en 3 ans, ils ont dépensé 7 milliards, j'arrondis, et Fortnite, en 2 ans, ils ont dépensé 9 milliards. Donc c'est pas exactement la même chose, mais c'est quand même énorme pour un jeu Je qui est me pas demande connu, comment leurs quoi. calculs Enfin, sont faits. c'est hyper small, quoi. Est-ce qu'ils prennent, quand ils parlent de dépenser, est-ce qu'ils parlent ils utilisent des axes ou des small love potions dans le jeu et du coup, ils ont peut-être pris la valeur la plus Dépenser, haute c'est du. acheter. Ouais, ça doit être tout. Ça doit être le tout, en fait. Ça doit être le tout. Ah, ouais, mais la Euh, valorisation maximale de chaque token, tu vois. Donc, enfin, j'imagine qu'ils ont grossi les chiffres pour être plus gros que ce qu'ils ne sont. je sais pas. Technique Je sais classique pas. d'ailleurs. Je sais pas. C'est Peter Thiel qui explique ça dans son livre From Zero to One, où en gros, les sociétés qui sont en monopole ont tendance à se faire plus petites qu'elles ne sont réellement, tandis que les sociétés qui sont en croissance et qui cherchent à devenir des monopoles ont tendance toujours à faire, tu vois, l'effet crapaud, Ouais. ils se grossissent plus qu'ils ne le sont. Toujours. Et ça, il faut le faire. Il faut Il faut, toujours tout oui, ça fait grossir. partie du game. Toujours tout grossir, ouais. Donc, à mon Et, avis, là, enfin, mais c'est génial. C'est vraiment, les, cette les- boîte est géniale et c'est des et en Asie, Vietnamiens. Ouais. Asie et Indonésie, c'est en train d'exploser. En fait, ils ont une croissance. Il y a les charts sur Dune. Il y a les charts d'utilisation du jeu qui sont. Là, c'est vraiment exponentiel depuis 2 mois. Et c'est exponentiel parce qu'il y a une flywheel qui est en train de se faire avec plein d'influenceurs, plein de youtubeurs en Indonésie, en Asie, qui en fait ont découvert le jeu, sont dedans et spamment le jeu. Du coup, tous leurs viewers spamment le jeu et ils sont vraiment en train de prendre une putain de viralité. Et bon, ça, c'est l'exemple type d'un NFT, quoi, Axis. Mais bon, soit, on arrête de parler de crypto, mais je trouvais le move de Twitter intéressant et j'ai envie de suivre un peu, ça va être quoi les moves qui vont suivre des gros géants du numérique, comme on dit. Je vais te parler d'une autre boîte qu'on m'a fait découvrir récemment parce que dans un des épisodes, d'une idée de TikTok pour le shopping. Donc, en gros, je voyais bien une marque ou une Hmm. boîte créer un TikTok qui permettrait à des influenceurs ou juste à des consommateurs de vêtements et à des marques de créer du content en UGC natif pour faire la promotion de leurs produits. Et il y a quelqu'un qui m'a envoyé une boîte en Inde qui fait exactement ça, qui est en train d'avoir une très forte croissance, qui s'appelle, je suppose que ça se dit Hyped, c'est hypd.store, hyped.store. Et en fait, c'est le TikTok du e-commerce. En gros, en Inde, c'est le TikTok du e-commerce. Qu'est-ce que tu peux faire sur Hyde? Tu peux regarder du contenu, découvrir du contenu et acheter tout au même endroit. Et c'est exactement le même format que TikTok. Et le contenu, c'est des showcases de fringues et pas que de fringues. Ils se veulent horizontaux au niveau des produits que tu peux showcase, mais les produits principaux showcase, c'est des fringues. Ils font du Donc en food and gros, beverage. ouais, mais principalement, tu vas avoir des fringues. Hmm. Donc en gros, leur tagline, c'est Shop from Snackable Videos. Donc c'est Ah. des petites vidéos à gauche, à droite, et que tu scrolles en permanence et tu peux acheter quand tu tombes love d'une fringue. Ils ont une très forte traction. Alors, ils ont une très forte traction pour une raison principale, c'est qu'ils ont un partenariat avec Scoop. Scoop, c'est un magazine, blog, média qui, euh, qui a 20 millions de unique monthly views par mois là-bas et qui parle des tendances façon horizontale. Donc, ils sont pas spécialisés dans une niche. Ils parlent de tendances dans tout, dans le monde. Et ils ont un partenariat avec eux. En fait, les fondateurs de Scoop sont les advisors de cette boîte. Et donc, en fait, ils mettent beaucoup en avant Hyped sur le blog, sur les réseaux sociaux, etc. Ils ont plusieurs dizaines de milliers de downloads et ils ont déjà fait presque atteindre les 1000 achats.
Et c'est juste je voulais parler de cette boîte parce que, ben, en fait, il en existe des TikTok du e-commerce. Leur modèle est un peu particulier, c'est-à-dire que tu peux donc découvrir, regarder, découvrir et acheter dans l'app. Donc, en fait, les marques, ce qu'elles peuvent faire, c'est quand elles se créent un compte dans l'application, elles peuvent créer une espèce d'e-commerce où elles listent leurs produits, les stocks, les références et les prix. Et donc, l'influenceur peut sélectionner quelle marque il a envie de promouvoir. Et s'il a les fringues chez lui, il en fait la promotion et il dit, bah, si vous voulez, acheter ici dessous. Et en dessous, tu as, un bouton Buy Now et tu as une espèce de checkout qui s'enclenche. Tout ça est géré par… Donc, l'argent est récolté par Hyped. Et ensuite, c'est la marque qui paye Hyped donc, Hyped, je vais plutôt corriger ça. Hyped montre le prix maximal que Hyped a envie de vendre le produit. Et la boîte et la marque, elle, rachète l'information d'achat à Hyped, en fait. Donc, par exemple, je sais pas, il y a un t-shirt, la marque veut le vendre 30 euros. Hyped dit, moi, je le vends 36. Et quand il y a un influenceur qui arrive à le vendre sur la plateforme, euh, euh, la marque rachète 30 euros le t-shirt à Hyped et Hyped garde le delta, donc qui sont les 6 euros Ah, restants. ok, d'accord. Ça, c'était un peu compliqué, désolé, c'était un peu le bordel. Donc voilà, et en fait, en découvrant Hyped, il y a plein d'autres concurrents de Hyped en Inde. J'en ai trouvé 5 qui sont tout aussi gros que Hyped, ou presque aussi gros que Hyped. Et donc, c'est en train de prendre. C'est en train de prendre. Donc voilà, juste suivez un peu ce qui se passe là-bas. Il y a beaucoup de mouvements sur le e-commerce, sur le TikTok du e-commerce. C'est très souvent là-bas que les choses se passent sur ce genre de sujet. Donc voilà, je voulais parler de Hyped. C'est Je sais intéressant pas si… qu'ils intègrent toute l'infrastructure dans leurs produits. Tu vois, du checkout Ouais, au e-commerce, au listing de produits. Donc vraiment, ils ont une approche globale dès le début, alors que moi, j'aurais eu tendance plutôt à faire un peu la comme même, Instagram au début, à rediriger vers un shop, tu vois, quand les gens cliquent, hop, la tu même. vois, avant Parce que de faire ça nativement. exactement, parce qu'en fait, le problème, c'est que je me suis posé, enfin, je me suis posé ces genres de questions et du coup, j'ai regardé un peu ce qui se passe sur Hyped. Et le truc, c'est que tu n'as pas de grosse marque sur Hyped. Tu vas avoir des petites marques, petites, moyennes marques, qui en Mm. fait vont être OK de prendre le temps de mettre leur catalogue sur Hyped. Tu vas trouver, je sais pas moi, un Zara. Tu vas pas avoir un mec chez Zara qui va intégrer tout le catalogue avec toutes les photos, avec tout d'un coup. Enfin, il va pas le faire. Tu vois. D'ailleurs, sur Hype, tu n'as pas de grosses marques. Tu vas avoir que des petites marques. Du coup, je trouve que c'est pas, enfin, c'est pas très malin de leur part selon moi. Après, ils ont certainement leur raison. Parce qu'en fait, du coup, tu bénéficies pas du leverage qui ont les grosses marques, des gens qui sont déjà convaincus et qui vont certainement acheter du Zara qui passe par toi ou pas, tu vois. Donc ouais, je sais pas pourquoi ils font ça, mais voilà. Bon, c'est pas grave. Du coup, à suivre, hyped.store. Je vous mettrai le lien dans la description. Est-ce que toi, tu as une boîte là dont tu veux me parler? Yes, ah, c'est une boîte que j'ai découvert il y a déjà un petit temps, qui date de 2016. J'ai l'impression qu'elle explose pas, mais je trouve que le produit est intéressant, le sujet est intéressant, et en creusant un petit peu, j'ai compris en fait quel est l'avantage comparatif. Et là, je vais tout expliquer. Donc, ça s'appelle bulletin.co. Qu'est-ce que c'est bulletin.co? C'est une marketplace premium pour aider les retailers, donc des gens qui ont des petits magasins ou des grands magasins, à trouver des produits de marque à distribuer, des nouveaux produits de marque à distribuer. Donc Ok. aujourd'hui, quand tu as un magasin, par exemple, disons de fringues, qu'est-ce qui se passe? Tu as ton B2B retailer, tu en as plusieurs d'ailleurs qui revendent des marques en gros. Tu vas aller voir dans leurs entrepôts, ils organisent des défilés pour toi, et puis à la fin du défilé, tu peux dire, ouais, moi j'achète telle pièce, telle pièce, telle pièce, envoyez-moi 10 cartons de chacune, etc. Tu reçois les cartons, tu les exposes dans ton magasin, tu les vends. Et donc c'est un processus qui est très intéressant d'un point de vue métier, parce que tu vois, tu touches, tu rencontres des gens, etc., mais qui est aussi relativement pesant et lourd en termes de temps et d'investissement en temps. Et finalement aussi, quand tu as 2 heures de défilé, de toute façon, tu n'as le temps que pour voir 2 heures de défilé de vêtements. Enfin, tu vois, genre, s'il y Hmm. a 10 000 autres vêtements que tu n'as pas vus, tu n'auras pas 10 000 autres heures de défilé pour pouvoir les observer, les toucher, les rencontrer. Bref, eh ben, Bulletin, c'était vraiment ça. Ça a été fondé par deux meufs
à New York. Elles sont chez YC, c'est ce que j'ai découvert aujourd'hui d'ailleurs. Elles ont levé plus ou moins 10 millions de dollars. Ils sont 25 aujourd'hui. Et ils organisent en fait toute cette rencontre entre le retailer qui a un petit magasin et la marque. Et je trouve ça intéressant parce que quand tu vas sur leur site web, bulletin.co, tu peux voir en fait qu'il y a une grosse touche féminine dans leurs produits. Donc en fait, ce que j'ai compris en creusant pour le podcast, c'est que des gens qui essaient de faire rencontrer les retailers B2B et les retailers B2C, Il y en a il y en plein. a il y en a des millions. Des gens qui en font des plateformes, il y en a déjà un peu moins. Mais elles, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont fait une verticale dans cette plateforme qui est on vous aide à trouver les produits premium pour les meufs. Parce qu'en fait, si tu regardes les produits, la grande majorité, c'est des produits de meufs. Par exemple, tu avais Notre Pot. Tu vois, c'est le Ouais. petit gummies avec du CBD dedans. Tu as des bougies, t'as des Ok, donc ça, c'est bracelets, sur etc. Bulletin. Ça, c'est sur Bulletin, exactement. Ok. Donc, tu te balades sur Bulletin en tant que retailer. Tu peux choisir tes trucs. En plus, il y a un arrangement, à mon avis, ce qu'elles font, ce qu'elles avancent l'argent, etc. Donc, en gros, ça liquidifie pas mal le processus, liquéfie peut-être, je sais pas comment on dit, le processus pour que ce soit hyper rapide et hyper safe pour les deux parties. Et en fait, c'est comme ça qu'elles font leur business de meuf. Et je trouvais ça super intéressant, sachant que ça leur fait gagner énormément de temps. Et je me dis, en fait, tu vois, encore une fois, c'est bizarre parce que si tu regardes un peu notre podcast, là, on est au 34e épisode, c'est ça? Mhm. Sur les 34 épisodes, je pense qu'il y a un épisode sur deux, voire un épisode sur trois, des fois un épisode sur deux, si on est optimiste, où on parle d'un business qui est fait par des meufs et qui ne peut être fait quelque part très bien que par des meufs. Mhm. Et je trouve ça, je trouve que c'est un avantage pour le coup pour ce genre de business, sachant que ça flirte sur enfin ça surfe sur une grosse tendance sociétale qui est, enfin on va pas rentrer dans les détails parce que sinon je vais sortir les rames dans 2 secondes, mais bref, t'as compris. Non, mais par contre, Du tu peux dire coup, une chose, c'est que le plus de 80% de la consommation sur Internet est autour du exact. sexe féminin. Et l'achat compulsif, c'est une caractéristique de Ah, la femme, non, mais de la femme d'aujourd'hui. Et c'est pas, non, là-dessus, je veux dire, tu ne peux que citer les chiffres. alors Et on factuellement, le oui, sait, tout e-commerce, c'est que, surtout si tu fais de la fringue, c'est sur la femme qu'il faut ouais, partir, quoi. Et il sait exact. que les check-outs seront plus hauts quand ce sera un public de femmes. Enfin, on le sait, quoi. C'est pas grave de dire ça. Tu avais peur. Tu t'es dit, je vais aller sur Non, sur un terrain terrain dangereux, glissant. mais là-dessus, je veux dire, Non, non, mais c'est universel, quoi. On le sait. oui, voilà. Mais ce que je voulais suggérer, c'est que il y a plein de business, en gros, qui peuvent être très bien faits par des femmes entrepreneuses et qui sont, enfin, quelque part, qui sont hyper intéressants. Parce que moi, je trouve que c'est super intéressant d'avoir fait cette marketplace de B2B, de match entre B2B retailer et B2C retailer, et de l'avoir vraiment verticalisé 100% sur les Mhm. produits féminins. Donc voilà, Mhm. c'était un petit sujet rapide. Je pense que la boîte fonctionne pas top. Elles ont quand même été prises à YC, donc c'est qu'il y a probablement une grande vision derrière. Mhm. J'ai du mal à imaginer ce que c'est la grande vision. Est-ce que c'est nous allons devenir la plateforme de référence pour pour les produits féminins, peut-être, tu vois, j'en sais rien, où Ouais. vous pourrez trouver tous vos produits féminins dans le futur. Peut-être qu'un jour ils vont faire du B2C directement, j'en sais rien. Mais en tout cas, je trouvais ça intéressant à soulever. Et surtout quand tu connais bien quand tu connais un petit peu le sujet de comment ça se passe aujourd'hui quand tu as une boutique de fringues, par exemple, une boutique de bibelots en tout genre, pour trouver tes Ouais. produits. Soit tu as une expérience qui est complètement nulle et tu vas chez ton grossiste et tu sélectionnes les trucs que tu vois dans les étagères et tu les ramènes, soit tu pousses un peu le délire un peu plus loin et tu vas vraiment faire des visites, tu vas assister Mhm. à des exposés, enfin des défilés, etc. Tu prends ton temps, tu prends ta voiture, ta camionnette et tu cherches les camionnettes pour revenir. Enfin, c'est très opérationnel. Et là, en plus, en temps de Covid, je pense que ces gens-là ont peut-être un bon shot à tirer pour faire de leur plateforme l'espèce de lieu de rendez-vous. D'ailleurs, si tu regardes leur site web, ils se définissent pas trop comme une marketplace, mais plus comme une community. Donc Ouais. tu vois là où ils veulent en venir à la fin, tu vois. Donc Mhm. je trouve ça intéressant. Voilà, je sais pas si tu as un avis là-dessus, si tu connais Je regarde les des catalogues, boîtes c'est vrai que c'est semblables. ultra premium. Ouais. Alors, les boîtes qui font ça, j'en connais plein. Et sur le verticalisé sur mille et une choses.
La verticale que je connais le mieux et qui est très tendance et avec qui j'ai déjà dû dealer, c'est la même chose, mais dans tout ce qui est vegan, éco-free, éco-friendly et ce genre de choses. En France, il y a plein de boîtes, il y a pléthore de boîtes là-dessus. Je pense que ça fait pas de marge parce que c'est toujours des produits très cheap. Là, pour le coup, ce qui est intéressant avec Bulletin, c'est que c'est vraiment des putains de produits premium. Genre, tu as des bougies à 500 balles, tu as là, je regarde, une brosse à dents en bambou à 150 balles, tu as des bikinis à 100 balles. Donc, c'est vraiment. Et je pense qu'il y a aussi un côté tri des brands Oui, parce que oui. des brands qui veulent se faire passer comme premium et qui ne le sont pas, il y en a plein. Des brands qui sont vraiment premium, il y en a encore moins. Et il y en a moins. Et du coup, il faut les vêter, leur faire confiance. Et donc, je pense que justement, tu vois, si par exemple, tu es un vendeur dans le Marais et qu'en fait, ton fournisseur, c'est AliExpress, mais en fait, vu que tu touches un public qui capte rien, qui bite rien, bah, c'est pas grave. Par contre, si tu veux, toi, être aligné avec tes produits et vraiment vendre du high premium très cher, bah, il y a une vraie recherche du fournisseur, Mhm. discussion avec lui, comprendre son histoire, tester les produits, voir la production. Enfin, tu as tout dit. Et donc là, je comprends quel est l'intérêt d'un intermédiaire qui, en fait, va vêter tout ça à ta place, va trier tout ça à ta place et va juste te proposer le top du premium. Mais ça, en fait, Donc, non, à la base, c'est vraiment le boulot de grossiste. Mais ce qui doit être intéressant, c'est que s'ils ont, par exemple, 200 boutiques qui leur achètent régulièrement, elles doivent, à un moment, accumuler un certain nombre de data qui permettent de faire ouais, des recommandations. OK, tel et tel produit est en train d'exploser dans telle ville. Vous ne le vendez pas encore, on vous le propose. ouais, ouais. Et ça, c'est un service analytics qu'ils peuvent peut-être vendre par-dessus. Et honnêtement, pour un magasin, c'est un no-brainer, quoi. Si tu Mm, sais mm, à mm. l'avance que tel produit va exploser, tu peux déjà faire ton stock. Tu peux être le premier magasin à le vendre dans ta région. Enfin, tu vois, Mm, mm, c'est mm. très obvious comme truc. Enfin, Ouais, bon, ouais, bref, voilà. on est Voilà. d'accord. Ok, ok, ok. T'en as un? Cool, T'as un cool, sujet cool. là? Ouais, j'ai un sujet. C'est un truc que je viens de découvrir. C'est Tweet. Je vais le découvrir juste avant le podcast. C'est deux Français qui ont fait un outil, un tool, qui est plutôt, qui est un tool SaaS, low price, euh, traditionnel qu'on a déjà vu partout. J'ai même un ami qui fait un tool qui fait presque exactement la même chose. L'outil en question, c'est tweethunter.io, donc tweethunter.io. Et tweethunter.io, c'est quoi? C'est un tool qui te permet de pré-programmer les tweets. En fait, il faut savoir que Twitter, c'est une super plateforme au niveau du knowledge. Par contre, au niveau de l'utilisation, c'est horrible. Tu peux pas aller regarder dans l'historique de tes tweets. En tout cas, tu dois scroller à l'infini. Tu n'as pas de search dans la messagerie. Yes. Tu peux pas préprogrammer tes trucs. Enfin, c'est le bordel Twitter. C'est pas du tout bien fait au niveau du UI. Du coup, il y a des gens qui créent des produits on top on top de ça, et te disent, ben, nous, on va simplifier la vie. Et donc, Tweet Hunter fait la même chose que ce que l'outil de mon pote fait. En gros, ils permettent de préprogrammer des tweets et ils rajoutent une couche avant de pouvoir préprogrammer des tweets, te dire, on va t'inspirer. Parce qu'en gros, il y a une courbe d'apprentissage pour comprendre, tiens, c'est quoi un bon tweet. Ça s'apprend à savoir faire un bon Mhm. tweet. Et du coup, eux, ce qu'ils font, c'est ils te disent, on va t'aider à faire des bons tweets. Pour t'aider à faire des bons tweets, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont scraper tout Twitter, les meilleurs posts Twitter sur différentes verticales, crypto, SaaS, e-commerce, marketing, fitness, etc., etc. Et en fait, ils vont faire des galeries des meilleurs tweets en temps réel de ces verticales-là, et ils vont dire, bah, pique le tweet que tu veux, et du coup, base-toi sur ce tweet-là pour créer le tien, au niveau de la structure, au niveau du wording. Et ils disent bien, ne copie pas, mais juste inspire-toi. Donc, nous, on a une base de données d'inspiration, plus l'outil qui te permet de programmer ton tweet. C'est vraiment, c'est des micro-SaaS. Enfin, moi, je le considère comme un micro-SaaS. Le marché n'est pas gigantesque. Tu ne peux pas vendre ça à des prix incroyablement rush. Tu n'as pas un moyen d'expansion très grand au niveau du produit. Mais c'est cool en tant que maker. Ça te permettra peut-être de faire 10K, 20K, 30K MRR. Pour vous donner une idée, mon pote qui fait la même chose, qui s'appelle Hype Fury, YPEFUY, pardon.
Je crois qu'ils sont en train d'atteindre 20 kmr en 3 ans ou 2 ans. 2 ans, je Ah, quand pense. même. 20 kmr. Ils ont une belle croissance au début, puis ils ont eu tout un plateau. Et là, la croissance reprend. Donc, ils sont bientôt à 20 kmr. Ils sont deux. Bon, c'est cool, quoi. C'est cool comme business lifestyle qui te permet de focus sur ton tool, de bien vivre à un moment donné, peut-être de le revendre dans quelques années à peut-être 1 ou 2 millions, quoi. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Pourquoi je parle de Tweet Hunter? C'est pas juste pour parler d'eux. C'est juste qu'ils ont fait un bon move marketing, très bon move marketing. C'est qu'ils ont sorti hier Sur Product Hunt? sur Product Hunt. Tu l'as vu? Le Oui. Product Hunt. Ouais, t'es sûr. Je me dis, je devrais cliquer sur ce truc, mais j'ai la flemme. Et je me dis, peut-être que Jedi m'en parlera. Donc voilà, c'est Ouais. bon. Et en gros, ils ont fait quoi? Ils ont fait top 2 sur Product Hunt. Donc bravo déjà des Français de faire top 2 sur Product Hunt. On sait en quoi c'est compliqué d'être top sur Product Hunt. Ils ont fait top 2 sur Product Hunt en proposant un outil, un produit gratuit ou payant si tu as envie de payer, mais de base il est gratuit, qui te donne les 100 tweets qui ont reçu le plus d'engagement. Donc en gros, c'est simplement une page avec 100 tweets qui sont les tweets qui, le dernier mois, les 2 derniers mois, les 3 derniers mois, ont reçu le plus d'engagement sur la verticale Maker Creator, qui est un peu, une grosse niche, on va dire, dans une grosse partie de l'audience de Twitter, quoi, qui tweet beaucoup, quoi. Tu as plein d'autres verticales sur Twitter, tu as la niche des chercheurs dans plein de domaines, mais ce pas des mecs qui tweetent beaucoup, ce pas des mecs qui ont beaucoup d'engagement. Là, pour le coup, c'est vraiment c'est des tweets pour faire des sales. Ce pas des tweets Mhm. juste pour parler de tout et n'importe quoi. C'est des tweets qui ont pour vocation de permettre de faire des sales vers ton cours, vers ton SaaS, vers tes sessions de coaching, vers tout ce que tu veux. Donc, c'est des tweets marketing et sales marketing. Et donc, ils ont fait simplement un repo de 108 et ils sont top 2 sur Product Hunt, ce qui leur permet en fait de quoi? De récolter la blinde d'emails de gens qui veulent quoi? Qui veulent être inspirés et voir des top tweets et du coup qui seront certainement très intéressés par le produit. C'est très malin, marketingment Mhm. parlant, c'est très bien fait et ils ont plutôt bien fait ça. Et donc bravo à eux. Et donc, c'était juste pour donner une idée de tiens, qu'est-ce qu'on peut faire pour très vite avoir de l'attraction sur un produit. On peut faire des choses comme ça, c'est-à-dire faire de la curation d'un sujet et le proposer sous forme de package gratuit en laissant ton adresse email et puis d'en faire des product hunt. Top 2 sur Product Hunt, avec ça, c'est bien. Moi, j'ai vu des produits de bien plus utiles qui n'ont pas réussi à faire des top 2 sur Product Hunt. Donc, bravo à eux. Ils ont fait ça certainement très bien. Et donc, voilà. Je voulais te parler de ça. Je voulais te parler de ça. Intéressant. Et deux Français. C'est deux makers français. Je ne les connais pas personnellement, mais je les pinguerai en leur disant qu'on a parlé d'eux ici. Est-ce que tu as autre chose que tu veux me présenter ou dont tu veux me parler? Non, non, pas cette Non, fois-ci. non, pas cette Et fois-ci, c'est toi? pas grave. Je vais garder, j'ai un sujet, mais je vais le garder pour la fois prochaine. Ça me permettra de le reconsidérer et peut-être Peaufiner. de le peaufiner, de l'agrémenter de plus de données. Mais écoute, c'est un plaisir. Il faudrait qu'on se capte tous les deux pour parler invité. Ouais, Parce que là, ça fait quelques épisodes et pas moi, d'invité. Ouais, ouais. je vais relancer de mon côté, mais les gens sont pas très, sont busy, hein, mais c'est les vacances en même temps, tu vois. Ouais. Voilà. Dans les commentaires ou même en message privé, envoyez-nous si vous aimeriez voir quelqu'un sur le podcast ou vous vous dites, tiens, Ouais, lui, il serait bien ici. N'hésitez pas à nous le dire et on le contactera avec plaisir si ça fait sens. Écoute, c'est l'épisode 34. Il est plus court que d'habitude. Enfin, quoique, il fait un bon 1 52, heure. donc c'est bien Ouais. aussi. Ouais. Je te laisse. C'était un plaisir et On à se la semaine capte. pro. Ciao, ciao. Ciao, gros. Bonne journée.